Donc bonjour à toutes et tous, bienvenue à la Xebicon, bienvenue pour ce premier talk en notre salle Notre-Dame des Victoires, où ensemble nous allons parler pendant une demi-heure du mentoring et tout particulièrement du Tech Mentor. Nous allons essayer de voir ce qui se cache derrière ce nom de Pokémon. Alors pourquoi cette conférence? Je vais laisser Jérôme l'expliquer. Pourquoi le rôle de mentor, c'est un rôle dont on parle depuis un moment chez Xebia. On a déjà eu des réflexions sur le sujet qui ont amené la création de nouveaux rôles, pas forcément de rôle de mentor. Et cette année encore, on y a réfléchi. L'objectif, c'est de vous partager du coup ce qui s'est passé dans l'année, ce qu'on a essayé de mettre en place, et également de vous partager maintenant ce qu'on met, nous, derrière le rôle de Tech Mentor. Aujourd'hui, du coup, je vous parle de tout ça avec Pauline, qui est Chief Happiness Officer chez Xebia, qui est donc directrice du bonheur, un beau buzzword, hein. Mais derrière le titre, il y a surtout la personne qui est responsable de la marque employeur, donc qui est chargée de mettre en avant ce qui se passe de bien chez Xebia et de nous alerter sur ce qu'on pourrait améliorer. Et donc moi, je suis accompagnée de Jérôme. Jérôme qui est chez Xebia depuis 7 ans maintenant. Il a commencé en tant que développeur. Il a été recruteur technique. Il est maintenant recruteur final. Il a été manager, Agile Delivery Manager. Il est super photogénique. Il y a un photographe qui passe de temps à autre. Pensez à sourire d'ailleurs. Et donc, Jérôme, aujourd'hui, au niveau du management, il s'intéresse tout particulièrement au sujet du recrutement. Et puis, on travaille aussi ensemble donc, sur différents sujets transverses, dont notamment le mentoring. On va donc s'y attarder maintenant. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, on va voir ensemble pourquoi le mentoring, c'est intéressant. Dans la salle, je pense qu'il y a des développeurs. Je vois aussi des coachs agiles, on en connaît certains. Apprendre, ça fait partie du métier. L'apprentissage, il est quasiment quotidien. On est obligé de se renouveler, de toujours apprendre de nouvelles choses. Et donc le mentoring, en fait, peut justement répondre à cette facilitation d'accès à l'apprentissage. Le mentoring, il permet aussi, pour ceux qui le souhaitent, de découvrir de nouvelles voies, notamment de nouvelles voies techniques, par un accompagnement. Et le mentoring, il sert aussi à soutenir l'envie de progresser. Soutenir l'envie de progresser intrinsèque, en fin de compte, de chacun des consultants. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on se dit, mais en fait, c'est génial. Le mentoring, et tout particulièrement le tech mentoring, c'est fait pour nous, chez Xebia. Chez Xebia, on a 4 valeurs fortes. Je vais insister sur 2 qui correspondent bien en fait, à la vision de ce qu'on a voulu faire. La première, c'est sharing knowledge. Sharing knowledge, ça veut dire quoi? Ça veut dire partager la connaissance. C'est génial. Le tech mentoring, ça correspond bien. People first. People first, ça veut dire quoi? C'est accompagner toujours les consultants, faire un focus sur l'humain, ce qui est extrêmement important pour nous. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a vu ce bilan, on se dit vraiment, le tech mentoring, c'est fait pour nous. Jérôme, il va falloir qu'on le mette en place chez nous. Exactement. J'ai pas besoin de ça. C'est gentil. Du coup, niveau management, on a pris la réflexion de OK, on a des gens qu'on doit accompagner pour progresser techniquement. OK, le rôle de mentor, ça l'a pas mal. Comment on l'implémente chez Xebia? On est parti de demander à la direction technique, CTO/TO, vu que c'est leur rôle, normalement, ça fait partie de leur rôle d'accompagner aussi les Xebians. OK, sur quel sujet il faudrait accompagner des Xebians là dans l'année? C'est bizarre de demander directement à la direction technique. En fait, on s'est dit, OK, si on lance un programme et si à un moment il faut un peu de budget, on pourra le justifier par le fait que c'est la direction technique et on pourra comme ça soutenir notre programme. Une fois qu'on a eu les sujets, avec les managers, on a fait un peu de name dropping pour savoir, OK, par sujet, qui on voit pour mentorer telle technique, telle technologie. On a identifié des personnes, on leur a proposé, en leur expliquant rapidement, voilà ce qu'on attend de toi en tant que mentor, accompagner des Xebians dans une montée en compétences. T'es chaud? Ouais, on y va? OK. Prépare-nous juste un petit vers où tu veux les amener, quelles sont les étapes pour progresser sur une technologie. Une fois le programme de compétences prêt, on a lancé des sessions en mode un peu classe, on va faire un petit zoom après, où un mentor accompagne 6-7 Xebians dans une montée en compétences. On zoome un petit peu maintenant sur une session. Une session, c'est 6 à 8 Xebians volontaires. On annonce. Le mentor va vous accompagner sur l'apprentissage de Node.js. On a besoin de personnes qui est volontaire. Oui, moi. On est à 8 personnes. On enclenche, on lance la session. Une session, ça s'étale sur 2 mois. C'est composé de surtout 4 soirées d'échange
pourquoi pas de pratique, où les mentorés se réunissent avec leur mentor pour, entre les sessions, on va demander du travail aux mentorés. À cette session, on met en commun ce qui a été appris, vérifier que c'est bon, les points importants ont été creusés, sont acquis. Le rôle du mentor dans la préparation d'une session, c'est d'identifier les ateliers qui sont intéressants, la documentation intéressante à lire, vraiment d'accompagner le mentoré vers c'est ça directement les bonnes pratiques. Apprendre une nouvelle technologie, c'est vaste, concentre-toi sur ça, c'est ça qui actuellement a du sens, et c'est sur ça que tu vas le plus vite progresser. Point important, du coup, c'est des soirées. C'est forcément après mission. Donc, on attend aussi, on a prévenu les mentorés, bien sûr, une sorte d'engagement. Le mentor a pris du temps pour préparer ce programme. Toi, joue le jeu d'être présent, du coup, en effet, lors de ces 4 soirées. Et bien sûr, de travailler entre les sessions. Résultat, après quelques sessions, 2-3 sessions qui ont été jouées, gros avantage, tous ceux qui ont participé à ces sessions jusqu'au bout ont énormément appris. Et ont surtout, quand on demande les petits feedbacks et tout, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui a moins plu, échanger du coup directement avec un sachant sur la techno sur laquelle on est en train d'apprendre, c'est hyper important et c'est un vrai coup de boost dans l'apprentissage. Ça, c'est super. Je l'ai dit, c'est pour ceux qui allaient jusqu'au bout que c'était hyper intéressant. Je dévoile un peu la suite. Oui, on a eu du désistement, en moyenne 40%. 2 facteurs importants. Bien sûr, le fait que ce soit après la journée, du coup, on est en mission un peu partout dans Paris, donc se rassembler, il peut y avoir des problèmes de transport, un événement familial ou du coup quelque chose qui n'était pas prévu au moment où on définit les soirées. Et deuxième chose, l'hétérogénéité des niveaux aussi. Le but du mentor, c'est changement, switch technologique. Donc je t'accompagne en partant de zéro. Il y en a qui sont inscrits à ces sessions en ayant déjà des compétences, qui sont un peu ennuyés du coup sur les sessions et qui ont arrêté de venir. On a réussi à le réduire cette partie en précisant bien dans les sessions suivantes. Attention, on part de zéro. Si vous avez déjà des connaissances, venez en le sachant. On profitera au contraire de vos connaissances pour échanger. Mais les premières sessions ne sont peut-être pas les plus intéressantes. Et le gros point, par contre, un peu plus embêtant pour nous, c'est que ça représentait beaucoup de travail pour le mentor. Même si on disait de juste pointer quelques exercices et quelques documentations, finalement, préparer ces sessions d'échange, c'est également préparer une sorte de fil rouge, d'exercice fil rouge, préparer quelques supports et tout, et on s'est aperçu que pour le mentor, c'était beaucoup de travail. Quand on dit ça, on va faire un petit vote dans la salle, préparez-vous à lever le bras ou pas. Qui pense que ça, implémenté comme ça, ce n'est pas du mentoring? À vous de voter. C'est du mentoring? Vous avez le droit de lever la main. Voilà, vous pensez que c'est du mentoring? Ok. Qui pense que c'est pas du mentoring? Qui pense que c'est l'heure d'aller prendre un café? Ok, je dévoile la suite, merci. Ce n'est pas du mentoring. Pourquoi, Pauline? Effectivement, ce n'est pas du mentoring. On n'a pas attrapé notre tech mentor là. Ce qu'on a, c'est des cours du soir. On a des exébiants qui se réunissent le soir pour en savoir plus sur une technologie, évoluer sur une technologie, donc c'est chouette. Mais en fait, on voit que ça ne fonctionne pas. On n'y arrive pas parce qu'on a déjà beaucoup de désistements, donc en fait, c'est presque contre-productif. On veut les faire évoluer sur une voie technique, et en fait, on voit que presque, ils en sont, entre guillemets, dégoûtés. Le mot est un peu fort. En plus, on perd la dimension sociale du mentoring. Parce que c'est vrai que normalement, dans une relation mentor-mentoré, vous comptez comme moi, 2 personnes. Et là, en fait, le tech mentor, le mentor, il se retrouvait face à une classe. Et les niveaux étaient complètement différents. Donc on n'arrive pas à avoir en fait un accompagnement complètement de qualité. Ça ne nous satisfait pas. On n'y arrive pas. Donc on se dit, bon là c'est pas bon. Hop. C'est pas ça. Il faut qu'on revienne au début. Qu'est-ce qu'on voulait faire au début? On voulait faciliter l'apprentissage. On voulait accompagner l'exébiant vers leur souhait d'évolution, vraiment vers ce qu'ils souhaitent faire, parce que là, n'oubliez pas, on avait quand même demandé aux TO et CTO ce qu'on pouvait mettre en place, on n'est pas allé chercher le besoin en fait à la source. Donc on s'est dit, bon voilà, peut-être que dans nos histoires passées, nos expériences passées, peut-être qu'en fait, on a déjà rencontré un tech mentor. Réfléchissons un peu ensemble, voyons un petit peu notre vécu. Et c'est en repartant de ces histoires personnelles qu'on a peut-être trouvé la solution, et c'est ce qu'on va voir ensemble avec l'histoire de Sacha Jérôme. Sacha Jérôme, oui. Petite histoire de Sacha qui va quitter Bourg-Palette pour débuter sa vie de développeur dans une autre ville et qui va commencer sa mission avec Pikachu, il ne le lâche pas, sur une mission de projet informatique.
Premier jour, bonjour Sacha, bienvenue. Tiens, ton bureau. Ça, c'est la documentation. Donc, tu retrouves de la documentation fonctionnelle, pour comprendre hein, ce qu'on essaye de faire sur le projet. Documentation technique, hein, tu vas voir sur quelles sont les normes de développement sur le projet. Tu as aussi des études techniques qu'on a fait, tu as le résultat, pour t'orienter dans tes choix, dans ce qu'il faut choisir. Tu as également la documentation pour installer ton poste, comme ça au moins tu es autonome et c'est parti. Et une fois toute la documentation lue, enfin une bonne partie, ou bref, une partie, le poste prêt à développer, Sacha y va. Première feature, on y va, je vais commencer à développer. Bon, il ne comprend pas trop en fait ce qu'on attend de lui, du coup, par rapport à la fonctionnalité, il va essayer de repérer une fonctionnalité approchante dans le code existant, la dupliquer, en espérant que le code dont il s'inspire est le bon, l'adapte, ok, ça fonctionne, et il arrive à développer des features, hein, pas de souci. Il se pose quand même des questions pour essayer de comprendre le code. Manque de chance, quand il tourne la tête autour de lui, c'est aussi des juniors qui débutent sur le projet. Donc eux aussi se posent des questions, mais les réponses, bah, il faut creuser, il faut y aller, ça prend plus de temps. J'ai posé une question, mais tout à l'heure, personne n'a levé la main, du coup, je n'ose plus poser de questions. Qui a vécu ça en onboarding? Moi, je l'ai vécu, perso. Ok. Le problème de ça, c'est qu'en fait, Sacha, là, il ne comprend pas le pourquoi. Pourquoi il doit faire ces choses-là. Juste, on lui demande quelque chose, il le fait, mais il n'y a pas la compréhension de pourquoi c'est ce code-là, et du coup, la compréhension de son métier de développeur. Et surtout, comme ce monsieur, quand c'est une nouvelle situation, il est perdu. Ok, Sacha, deuxième histoire, il change de société. Il va sur... il y a quoi d'autre comme ville? Azurville, dans Pokémon. Azurville Paris. Et il rencontre une nouvelle société, Xebia. Et il va, de nouveau, nouvelle mission, il rembarque Pikachu, et c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Premier jour. Café, bonjour, je m'appelle Sacha, enchanté. Il y a un développeur qui est sur le projet, qui lui présente le produit. Pas la documentation, hein, le produit, une démonstration. Voilà, regarde, on l'a lancé, ça c'est l'environnement d'intégration, je te fais une petite démo, c'est parti. Super, Sacha voit le produit sur lequel il va travailler. Et ensuite c'est parti, bah tiens, on a vu le produit, maintenant on va aller dans le code. Tiens, on va choper une fonctionnalité, on va coder tous les deux. Mode pair programming pour l'onboarding du coup. Pair programming, tout le monde voit ce que c'est? Pauline, tu vois ce que c'est? Alors j'ai envie de te dire que pair programming, il y a programming dedans, donc ça veut dire que tu programmes. Oui. Et pair, j'imagine que tu fais pas ça tout seul. Avec ton papa, exactement. Pair programming, hein, c'est deux développeurs derrière le même clavier. Et c'est bizarre, non, c'est beaucoup d'avantages, c'est beaucoup d'échanges du coup. Et dans une phase d'onboarding, c'est excellent d'avoir en fait quelqu'un qui pilote, ok, qui comme en rallye, hein, qui est sur le clavier, et quelqu'un qui copilote pour expliquer ce qu'il faut faire. Et s'il y a des questions, apporter des réponses. C'est génial. Et du coup, c'est parti comme ça. Pilote qui développe, et au fur et à mesure des questions, le sachant, celui qui est un peu plus expérimenté, que ce soit en termes d'XP et même d'ancienneté sur le projet, explique pourquoi ce code a été fait comme ça. Et du coup, au fur et à mesure, Sacha comprend de plus en plus le code sur lequel il travaille. Autre avantage sur cette mission, il y a aussi bien du senior que du junior. Donc ça veut dire qu'en termes de pair programming en pair programming, hein, en faisant tourner ces étapes de pairing, Sacha a de nouveau des questions et apprend beaucoup de tips sur les raccourcis clavier, la maîtrise de l'usine logicielle, la maîtrise des frameworks de test et autres. Bref, au-delà d'apprendre vraiment juste ce qu'on attend de lui sur le projet, il apprend beaucoup de choses sur le métier du développeur. On joue un peu de différence là, sur ce qui s'est passé sur ces deux magnifiques histoires? Jouons au jeu des différences. Alors, on voit clairement, hein, ces histoires, elles sont complètement différentes. Déjà, la première différence qu'on peut y voir entre les deux histoires de Sacha Jérôme, l'histoire numéro 2, donc ça se passe chez Xebia, pour ceux qui n'auraient pas compris, Sacha est entouré de développeurs expérimentés. Et ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Ce sont des développeurs expérimentés qui, en plus, sont habitués à avoir des nouvelles recrues sur leur mission et qui ont à cœur, en fait, de partager, de faire en sorte que l'intégration se passe bien. Donc, en fait, Sacha Jérôme, il va recevoir un onboarding de qualité. On lui a expliqué le produit, on l'a accompagné, en fait, sur le développement, on l'a accompagné même sur les technologies, il a fait du pair programming, ce qui fait qu'en fait, Sacha Jérôme, de petit nouveau, il va devenir pair de son mentor. Il va pouvoir le faire évoluer en fait quasiment au même niveau que lui. Il manque l'expérience, mais en tout cas, il arrive vraiment à évoluer au même niveau. Et là, en fait, on se rend compte, on fait le point.
On se pose 2 minutes, et on se dit, mais c'est génial en fait ce qui se passe en mission. Est-ce que ce rôle, il est complètement naturel? Oui, il est complètement naturel chez Xebia, en tout cas. Il se fait de manière naturelle, donc les développeurs expérimentés sont là pour accompagner les petits nouveaux. Donc là, on se dit, en fin de compte, est-ce qu'on n'aurait pas attrapé peut-être notre tech mentor? Est-ce que ce n'est pas ça la solution? Si ce rôle est complètement naturel, pourquoi on veut à tout prix le mettre dans une case? Ou en l'occurrence dans une Pokéball? C'est vrai, ça, après tout, ça se fait bien. Pourquoi il faudrait à tout prix mettre une étiquette sur ce rôle? Alors, il y a plusieurs raisons à ça. La première chose, c'est qu'on veut s'assurer que tout le monde puisse profiter en fait de ce mentoring et de cet accueil qui soit réussi. Donc pour ça, c'est bien de pouvoir transmettre les bonnes réussites et de pouvoir justement indiquer que ce rôle existe et que ce serait bien de le maintenir. Il y a une deuxième chose aussi, c'est qu'on veut s'assurer que le modèle persiste, malgré des changements structurels. Alors, chez Xebia, vous le savez probablement, on a rejoint le groupe Publicis l'année dernière, l'entité Publicis Sapient, et en janvier, nous serons Publicis Sapient Engineering. Pourquoi on veut à tout prix en fait estampiller quelque part ce rôle avec cette étiquette de Tech Mentor? C'est parce qu'on veut que ça dure dans le temps. On veut s'assurer qu'avec ce changement structurel de l'entreprise, on puisse garder en fait ces belles histoires et ces belles choses, et le Tech Mentoring en fait partie. Et puis aussi, ça nous permet de pouvoir raconter cette belle histoire à nos nouveaux petits copains de Sapient et pouvoir leur démontrer un petit peu ce qu'on fait en mission, ce qui est beau et ce qu'on aimerait voir un peu partout en mission. Donc nous, fort de ça, on s'est dit, allez, on y va. On va mettre en place du coup ce Tech Mentoring en mission. Comment? Sur chaque mission, on va identifier un Tech Mentor. Donc le Tech Mentor, vous l'aurez compris, c'est une personne qui est expérimentée, qui connaît bien la mission, donc qui est là depuis un certain moment, et qui pourra donc accompagner la nouvelle recrue, le nouveau, dans son intégration, que ce soit aussi bien au niveau de l'équipe, donc lui présenter l'équipe, lui présenter le jargon, lui présenter les rituels, lui présenter le client, évidemment, et lui présenter donc le produit. On a proposé, nous, un modèle de 1 réunion hebdomadaire pour pouvoir cadrer les choses et puis être sûr que ça se fasse. Et puis, on a bien évidemment informé le manager. Alors, l'idée, c'est pas de fliquer derrière, mais c'est juste qu'il soit au courant. On est quand même là pour discuter, échanger. On n'a rien à cacher. Et ça permet aussi au mentoré de pouvoir en discuter avec son manager. Donc ça, c'est chouette. On n'a pas mis de temporalité, c'est-à-dire qu'à part un rendez-vous hebdomadaire, on laisse maintenant le mentoring suivre son cours. Une fois que les deux parties, mentoré et tech mentor, se disent écoute, c'est bon, je crois qu'on n'a plus besoin de ces rendez-vous, on est lancé. Et là, on est content. Parce qu'en fait, en tant que société de conseil IT, SS2I, ESN, peu importe comment on les appelle, il ne faut pas oublier que notre rôle d'intégrateur, d'onboarder, il ne s'arrête pas en fait au premier jour de la personne, mais il va jusqu'à la mission. C'est-à-dire qu'ils font aussi intégrer les consultants en mission. Et donc là, on a réussi, on est content. On est content, pourquoi? Parce que si on reprend les objectifs, le why de notre mentoring, on se dit, donc là on est là pour apprendre, on facilite l'apprentissage. Oui, là le tech mentor qu'on a attrapé, il est bien là pour faciliter l'apprentissage. Il va accompagner le Xebian dans une nouvelle voie tech. Bon, il l'accompagne sur une nouvelle mission, il y a peut-être des technologies qu'il ne connaît pas bien. Allez, on va se dire peut-être gentiment qu'on a coché la case. Et puis il est là pour soutenir l'apprentissage. Oui, parce qu'on voit la nouvelle recrue, elle a envie d'apprendre forcément, elle n'a pas envie de débarquer comme la première histoire de Sacha Jérôme, elle a vraiment envie de pouvoir apprendre et être à l'aise. Donc là, on se dit, c'est chouette, on l'a notre tech mentor. Jusqu'au jour où arrive Guillaume sur Slack, qui nous dit « Vous connaissez de bonnes ressources pour débuter en Go ?» Alors nous, on voit ça, on se dit, mais en fait, ce dont il aurait peut-être besoin, ce serait peut-être d'un tech mentor. Donc en fait, il nous manquait quelque chose. Il y avait un trou dans la raquette. Il nous manque une évolution en fait à notre tech mentor. On a trouvé le tech mentor de mission, mais on n'a pas trouvé le tech mentor qui, en fin de compte, on l'a vu dans le point numéro 2 tout à l'heure du why, va accompagner sur une autre voie technologique. Et en réfléchissant bien, on s'est dit, en fait, il y a une solution qui est quand même relativement simple, à laquelle on n'a pas pensé, peut-être parce qu'elle était trop simple.
c'est de répertorier les compétences de chacun d'Exebian. Les compétences d'Exebian et les experts dans ce domaine. C'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple de Go, nous, on a une consultante qui s'appelle Diana. Go, c'est son truc. Elle adore. Donc, elle serait tout à fait capable, en tant que tech mentor, de guider Guillaume dans son savoir, lui indiquer quelles ressources, effectivement, vers quelles ressources il peut s'orienter. Des articles de blog, du contenu vidéo, et puis aussi, pourquoi pas, se rencontrer en one-to-one pour échanger et le faire progresser. Donc là, on se dit, ce qui serait intéressant, c'est de mettre en place ce répertoire de compétences. En plus, chez Exebian, on est aidé parce qu'on a un super outil qui s'appelle Xskills, un outil maison, ne cherchez pas, c'est nous qui l'avons fait, il est que pour nous, et qui nous permet en fait de répertorier les compétences de nos consultants. Donc l'idée, c'est de se dire, en collaboration avec les managers, d'identifier les personnes qu'on sent capables au niveau technique, mais aussi qui ont envie de partager, alors c'est pas très compliqué à trouver chez nous, et qui pourraient justement se positionner en tant que tech mentor. Donc ça, comme vous l'avez compris, on ne l'a pas encore fait, donc on verra la suite au prochain épisode. On arrive déjà au takeaway. Alors qu'est-ce qu'il fallait retenir de cette présentation? Plusieurs points. Donc déjà, c'était sous-entendu, mais vous l'avez peut-être compris, en fait, il y a plusieurs types de mentors. Il va y avoir des mentors qui vont faciliter l'intégration des collaborateurs au niveau de l'entreprise, des mentors qui vont faciliter l'intégration au niveau de la mission, les tech mentors qui sont plus là pour faire un accompagnement technique, bref, il y en a plein des évolutions. Mais il y a un point important, le tech mentor, ce n'est pas un formateur. On ne l'a pas mis, mais ce n'est pas un coach non plus. Il est vraiment là pour accompagner l'apprentissage et faire progresser en fait le mentoré. Et le tech mentor, c'est forcément un pair. C'est-à-dire que moi, Chief Happiness Officer que je suis, avec toute ma bonne volonté, si un développeur voulait, si par exemple Guillaume veut évoluer sur Go, moi je ne vais pas pouvoir faire grand-chose pour lui, en fait, je ne vais pas pouvoir l'aider. Donc ça, c'est hyper important. Et je vais laisser Jérôme prendre les derniers points. Et les tech mentors, c'est également un vecteur de bonnes pratiques. On parle de bonnes pratiques de développement, bien sûr, au sein soit d'un projet, mais également, si on prend un peu plus de recul, également dans le métier de développement. Quand on parle beaucoup de craftsmanship, notamment chez Exebia. Derrière le craft, il y a la notion d'artisanat, et quand on pense artisanat, il y a maître forgeron par exemple, et apprenti. Derrière ce rôle de tech mentor, c'est ce qu'on cherche à avoir. C'est un rôle de maître développeur qui transmet aussi son savoir, son expérience et ses bonnes pratiques pour que son apprenti ne se mange pas les mêmes murs que lui, et au contraire progresse. Et on le remarque, du coup, qu'il partage aussi, qu'il donne une empreinte sur l'apprenti, sur sa façon de faire. Voilà ce qu'on avait à vous raconter sur le mentor, le tech mentor. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Pique à question. Aucune? Ouais, pour la photo. Oui, attends, le micro. J'arrive. C'est juste pour dire, eSkills, c'est interne, mais c'est open source en fait. Ah oui, l'outil Skills dont on parlait pour référencer en effet les compétences chez Exebia. On ne référence pas seulement les compétences, parce que ça c'est facile, mais également ce que les gens ont envie d'apprendre. C'est ça qui nous intéresse notamment. Et oui, en effet, c'est open source, ça doit être sur le GitHub de Exebia, je pense. J'arrive. Merci. Donc une petite question. Est-ce que les mentors ont une récompense quelconque à être mentor, et est-ce que les apprentis ont une récompense quelconque à être apprenti? Je réponds? Tu réponds. Chez Exebia, pardon. Ouais, à la fin de l'année, en fait, on demande. Pour nous, c'est de la contribution. Donc, en effet, c'est pas une récompense immédiate. Pourquoi pas? Mais quand on la réfléchit, c'est pas comme ça. Par contre, en fin d'année, quand on fait le point sur ce qu'ont apporté chacun d'Exebian, qu'est-ce qu'ils ont amené à l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait, ce rôle de mentor, ok, ça fait partie de la contribution, bravo. Ton augmentation, c'est là que tu peux retrouver une valorisation, sera impactée par l'effort que tu as fait dans l'année. Pour les mentorés, on estime qu'en fait, l'apport pour eux, c'est directement d'avoir reçu ce mentoring. D'autres questions? C'est good? Ok. Parfait, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne Zébicon. Merci.